C'est 2022, une année terrible pour l'immigration aux États-Unis. La pire année jusqu'à présent, le pire reste à venir. La frontière américaine est à bout. 2,3 millions de personnes désespérées tentent de passer. 600 000 réussissent à échapper aux autorités et à s'infiltrer. Les soi-disant échappés, des corps gonflés s'accumulent dans la rivière. Personne n'a jamais vu quelque chose comme ça, jamais. Mais oui, ça va empirer. C'est l'année où un Péruvien se lance dans un vaste voyage qui le mènera à travers les déserts de soleil brûlant, les cols montagneux rocheux et les rivières trompeusement imprévisibles. Comme beaucoup, il n'atteindra pas sa destination sécurisée aux États-Unis. Pour beaucoup d'étrangers, la quête du rêve américain s'est transformée en cauchemar. Aujourd'hui, nous cherchons à comprendre pourquoi certaines personnes, en fait des millions chaque année, sont prêtes à prendre ce qui semble être un risque extrêmement élevé. Un risque devenant de plus en plus préoccupant pour le gouvernement américain et certaines parties de la population. Jamais dans l'histoire du pays, on a vu une situation d'immigration semblable à celle actuelle à la frontière sud. Lorsque les agents de la patrouille frontalière américaine ont découvert le Péruvien, il était un corps sans vie flottant dans le Rio Grande, une rivière de 1896 miles qui s'étend à travers le sud-ouest des États-Unis et le nord du Mexique. De manière perturbante, ce jour-là, les agents ont repêché près d'une douzaine d'autres corps qu'ils pensaient avoir péri dans la tentative d'arriver aux États-Unis. Pour certains, leur voyage comportait une randonnée de plusieurs semaines à travers les jungles et les montagnes, passant parfois par des péages informels tenus par des bandits impitoyables. Cependant, pour nombre d'entre eux, le dernier obstacle à la frontière américaine fut le plus ardu. 2022 a été une mauvaise année pour les décès d'immigrants, l'année où les médias du monde entier ont parlé de la traversée d'immigrants la plus dangereuse du monde entier. Le Péruvien était l'un des 853 migrants qui sont morts en essayant de traverser la frontière entre les États-Unis et le Mexique en l'espace de 12 mois, ce qui en fait l'année la plus meurtrière jamais enregistrée. La patrouille frontalière américaine a indiqué 546 décès d'immigrants en 2021. Le nombre de décès a souvent oscillé autour de 300 à 400 par an, avec un pic en 2005 à 492. De 2015 à 2020, il est resté dans la tranche de 200 à 300. Puis, 2021 et 2022 ont battu des records en matière de décès et d'autres mesures dont nous discuterons aujourd'hui. Depuis 1998, plus de 8000 migrants sans papiers sont morts en essayant de traverser la frontière. Vu le rythme actuel, la patrouille des frontières sera très occupée à l'avenir, récupérant les morts. Les raisons pour lesquelles les gens meurent sont diverses, parfois pas hors de l'ordinaire, comme la noyade, la chute ou la mort de soif et d'épuisement sous ce qui peut être un soleil très impitoyable dans cette partie du monde. Imaginez escalader des falaises ou marcher des heures dans un désert type Breaking Bad sous 48 degrés Celsius. Comme on le verra plus tard, certaines morts sont loin d'être naturelles. Beaucoup des acteurs dans le jeu de l'immigration illégale ne mettent aucune valeur sur la vie humaine en dehors de ce qu'ils sont payés pour la transporter. 65 postes de la patrouille frontalière sont répartis de l'ouest à l'est des États-Unis, de San Clemente dans le comté d'Orange en Californie jusqu'à Brownsville au Texas. Les États-Unis partagent environ 1954 miles de frontière avec le Mexique, nécessitant une grande protection. Avec près de 60 000 employés à temps plein, la douane et la protection des frontières des États-Unis, Douane et Protection des frontières est considérée comme l'une des plus grandes organisations de maintien de l'ordre au monde. En ce moment, c'est l'une des plus surchargées. Durant nos recherches pour l'émission, nous avons visionné des vidéos d'agents choqués par ce qu'ils voyaient. Un shérif a déclaré être submergé lorsqu'il parlait à Elon Musk à la frontière. Un shérif a dit au vlogueur populaire Peter Sentinello dans une vidéo vue 6,7 millions de fois que la situation est actuellement impossible pour les forces de l'ordre américaines, ce qu'il a appelé une monstruosité à la frontière. Aujourd'hui, nous expliquerons d'abord ce qu'il veut dire, mais parlons des dépenses. Le budget du Douanes et Protection des frontières pour 2022 était de 14,643 milliards de dollars, avec un autre 1,08 milliard ajouté que la Maison-Blanche a dit être pour faire face aux rencontres accrues à la frontière sud-ouest. 6,159 milliards de dollars ont été alloués pour les opérations, l'embauche et les exigences de la vague à la frontière sud-ouest, une augmentation de 26% par rapport à l'année précédente. 16,464 milliards de dollars ont été fournis en financement pour le Douanes et Protection des frontières en 2023, ainsi qu'un autre 1,563 milliard de dollars pour divers problèmes à la frontière sud-ouest. Le budget proposé pour 2024 est de 19,934 milliards de dollars et un autre 2,104 milliards de dollars seront dépensés pour des clôtures frontalières supplémentaires. La proposition de budget pour 2024 est de 25 milliards de dollars pour la douane et protection des frontières et l'immigration et lutte contre la fraude douanière. C'est 800 millions de dollars de plus qu'en 2023. Ces chiffres montrent l'urgence de la question.
Le jour de début de notre émission, le Texas a approuvé 1,5 milliard de dollars pour construire plus de barrières à la frontière mexicaine, arguant que le budget fédéral était insuffisant pour gérer ce qu'il appelle des millions de passages illégaux. Il est exagéré de parler de millions, mais l'activité à la frontière sud est à un niveau record. Il y a eu un record de 2,4 millions d'arrestations alias rencontres d'immigrants lors de l'exercice fiscal 2023 se terminant en septembre. Il faut souligner que ce ne sont pas des passages de frontières réussis. La sécurité intérieure a annoncé un total de 3,2 millions de frontières, y compris le Canada, pour 2023. Pour l'exercice 2022, le Sud a enregistré 2,3 millions d'interceptions nettement au-dessus des 1,7 millions de 2021. Vous verrez plus tard combien ces chiffres sont élevés comparés au passé. En 2023, 1,23 million de personnes ont reçu des avis de comparution, ou NTA, devant un tribunal d'immigration. Les NTA sont émis lors d'une demande d'asile. Ces personnes ont la chance d'être entendues devant un tribunal, et le juge décidera de ce qui leur arrivera. Certaines personnes demandent l'asile, d'autres tentent d'éviter tout contact avec les forces de l'ordre américaines. Certains des derniers ont réussi mais sont toujours dans le radar. Dans le jargon des forces de l'ordre, ces personnes sont appelées « ceux qui ont échappé ». Vous ne pouvez pas dénombrer les inconnus échappés car jamais vus. Certaines de ces personnes peuvent être des travailleurs dévoués à l'éthique irréprochable, mais aussi des criminels aguerris. La Douanes et Protection des frontières a déclaré qu'en 2023, elle a rencontré 169 personnes sur la liste de surveillance terroriste du Bureau fédéral d'investigation. Il est donc possible que certaines mauvaises personnes passent à travers. Nous aborderons aussi ce sujet plus tard dans le programme. En octobre, le département de la Sécurité intérieure a annoncé environ 1 000 évasions quotidiennes depuis le début du nouvel exercice fiscal en octobre 2023. Rien de spécial, on a confirmé qu'il y avait eu 599 000 évasions pour l'exercice fiscal 2022. C'était presque un record, mais pas totalement. L'année 2000 a aussi été désastreuse avec 614 000 personnes qui se sont échappées. Nous n'avons pas le total des évasions de 2023, le chiffre n'étant pas publié avant la préparation de notre vidéo. Mais en mai, la Douanes et Protection des frontières a rapporté que depuis la fin de l'année fiscale 2022, 30 septembre 2022, il y avait eu 530 000 évasions. Quand les données de 2023 sortiront, elles dépasseront sans doute 599 000. Les données préliminaires de la patrouille frontalière indiquent qu'il y a eu 769 174 évasions en 2023. L'ancien chef de la Douanes et Protection des frontières, Mark Morgan, a indiqué que cela pourrait excéder 1 million. C'est plus que la population d'Austin, Texas en une seule année. La Douane et Protection des frontières récupèrent plus que des personnes. Au cours de l'exercice 2022, l'agence a saisi 25 409 kg de fentanyl qui étaient envoyés à travers la frontière sud-ouest, une quantité que la sécurité intérieure a déclarée suffisante pour tuer environ 6 milliards de personnes. La Douanes et Protection des frontières a arrêté 32 097 extraterrestres condamnés pénalement. 598 étaient des gangsters connus. 178 étaient des membres de MS-13, selon les rapports quotidiens de la Douanes et Protection des frontières sur la situation à la frontière américaine. 868 867 passagers et piétons ont légalement franchi les frontières par jour en 2022, dont 547 318 sont entrés par voie terrestre. En moyenne quotidienne, la Douanes et Protection des frontières a saisi 406,2 kg de drogue récréative. 217 700 $ de monnaie illicite ont été saisis quotidiennement, ainsi que 8 millions de dollars de produits en violation des droits de propriété intellectuelle. On vous l'a dit, ces gars sont occupés. Lorsque la Douane et Protection des frontières rencontre un étranger illégal à la frontière, elle classe le type de personne qu'il est. Une classification est mineur accompagné, MAS. En 2021, il y a eu 687 rencontres avec des mineurs accompagnés et en 2023, il y en a eu 2535. Une autre classification est les individus dans une unité familiale, IUF. En 2020, il y avait 70 994 individus dans une unité familiale, mais en 2023, il y avait 821 537 individus dans une unité familiale. Ensuite, vous avez une catégorie très triste de mineurs non accompagnés, MNAS. En 2020, la Douanes et Protection des frontières a rencontré 33 239 mineurs non accompagnés et en 2023, le nombre était un stupéfiant 137 275 mineurs non accompagnés. La catégorie la plus importante est celle des adultes célibataires, AC. Il y a eu 353 168 rencontres avec des adultes célibataires en 2020. En 2023, ce nombre était de 1 514 322. Qu'a changé? Le secrétaire d'État Anthony J. Blinken a reconnu cette année que les chiffres sont réels.
Il est indéniable que les États-Unis ont un problème de frontières incontrôlable. Blinken a qualifié les chiffres d'aberrants, inédits, pour les États-Unis. Il a mentionné qu'auparavant, une crise migratoire pouvait être liée à un pays, comme le Guatemala ou le Honduras. Mais maintenant, dit-il, de nombreuses nations se dirigent en grand nombre vers les États-Unis. La crise migratoire d'aujourd'hui est multi-pays, plutôt que principalement un seul pays. En 2021, le département de la Sécurité intérieure a déclaré que les 6 principaux pays d'origine des migrants sans papier étaient le Mexique, El Salvador, le Guatemala, l'Inde, le Honduras et la Chine. Pendant et après la pandémie, lorsque les économies du monde ont été secouées, plus de personnes ont été en mouvement. L'année dernière, une dispute a surgi concernant les Vénézuéliens traversant illégalement vers les États-Unis, ce qui est attendu vu que près de 8 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays depuis le début de sa récession économique en 2014. Face à une pauvreté généralisée, la corruption, de hauts niveaux de criminalité et une crise sanitaire qualifiée d'humanitaire, on comprend pourquoi tant de gens entreprennent le long voyage vers les États-Unis. Selon l'Institut de politique migratoire, en 2023, certains fuient la persécution politique, mais la plupart recherchent simplement des soins de santé de base et des services publics qui ont effondré. En septembre 2023, les Vénézuéliens ont été appréhendés par la douane et protection des frontières 54 833 fois, comparativement à 22 090 arrestations en août. Cela a favorisé les Vénézuéliens sur les Mexicains. Ceci n'a pas été vu auparavant. Vous pourriez être surpris que le Douanes et Protection des frontières ait enregistré 1779 rencontres avec des ressortissants russes au cours du même mois, en baisse par rapport aux 2099 Russes en août. Quant aux ressortissants chinois, il y a eu 399 rencontres en septembre. Nous reviendrons en détail sur les problèmes actuels d'immigration aux États-Unis, mais regardons maintenant à quoi ressemble la vie d'un immigrant une fois qu'il est sur le sol américain. Si nous regardons les statistiques pour les immigrants déjà aux États-Unis, soit légalement avec des documents, soit illégalement en vivant sur le fil du rasoir, les Mexicains sont en tête avec l'Institut de politique migratoire qui a déclaré en 2022 qu'il y a maintenant 10,6 millions de Mexicains vivant aux États-Unis. Viennent ensuite les Indiens, avec 2,71 millions d'immigrants indiens vivant aux États-Unis. Puis viennent les Chinois avec 2,38 millions, les Philippins avec 1,98 million, les Salvadoriens avec 1,42 million, les Vietnamiens avec 1,34 million, les Cubains avec 1,28 million, les Dominicains avec 1,26 million, les Guatémaltèques avec 1,11 million et les Coréens avec 1,01 million, comme ça se capte. Les dernières données indiquent qu'environ 11 millions d'immigrants sans papier vivent aux États-Unis, ce qui signifie qu'environ 76% des immigrants sont ici légalement. Le pays avec le plus grand pourcentage d'illégaux aux États-Unis de loin est le Mexique. Les derniers chiffres nous indiquant qu'environ 50% ou 5,3 millions d'immigrants mexicains ne sont pas documentés. Les Salvadoriens étaient les suivants, avec seulement 7%, 741 000, non documentés. Il y a légèrement moins de Guatémaltèques, 724 000 ou 7% vivant illégalement aux États-Unis. Le nombre d'Indiens illégaux s'élève à un peu plus de 55 000, soit 5%, et les Honduriens illégaux s'élèvent à 490 000, soit 4%. Nous devrions expliquer ici que bien qu'une bonne partie des immigrants illégaux aux États-Unis soient entrés en traversant des rivières et en escaladant des murs, environ 45% des migrants non autorisés sont entrés légalement aux États-Unis. Ils avaient un visa pour y être, mais ils ne voulaient pas rentrer chez eux lorsque celui-ci n'était plus valide, alors ils sont simplement restés illégalement. S'ils sont souvent attrapés, ils risquent l'expulsion et selon la durée de leur séjour illégal, ils peuvent être interdits pendant aussi peu que 3 ans ou jusqu'à 10 ans. Certaines personnes sont arrêtées et expulsées par Immigration et lutte contre la fraude douanière. En 2022, il y a eu 78 433 de ces expulsions. En 2021, c'était 59 000 le plus bas depuis 1996, mais en 2020, il y avait 185 000. En 2017, il y avait 287 093 déportations, mais cela a augmenté à 328 716 et 359 885 pour 2018 et 2019 respectivement. De 2012 à 2014, les déportations ont largement dépassé 400 000 chaque année. L'ex-président Obama, surnommé le déporteur en chef pour ses 2,8 millions de déportations, n'était pas le seul. Le président Bush avait précédemment déporté 2 millions de personnes. Ces deux étaient facilement les leaders dans cette catégorie, bien que nous devrions dire qu'il y a eu un changement concernant ce qui constitue une déportation sous Obama qui pourrait avoir affecté les statistiques. Trouver un emploi sans papier, malgré la loi de 1986 interdisant aux employeurs d'embaucher ou de maintenir en poste des travailleurs sans papier, reste possible car ils continuent de le faire. Ces travailleurs ont des droits du travail, mais sont parfois exploités.
Le Texas Tribune a récemment écrit qu'un marché du travail souterrain paie des salaires bas et embrasse occasionnellement l'exploitation. Le journal a interviewé des immigrants gagnant 90 $ pour une journée laborieuse de 14 heures, ce qui est inférieur au salaire minimum. Certains immigrants exploitent ce que le Tribune nomme des failles, des passages secrets et des accords privés pour travailler. Certains possèdent des faux documents, d'autres travaillant comme contractuels, restant ainsi invisibles pour l'État. En 2005, Walmart, le plus grand employeur des États-Unis, a été condamné à payer 11 millions de dollars pour l'embauche de centaines d'immigrants comme nettoyeurs contractuels. Les industries de transformation et d'emballage de viande, souvent impliquant le retrait des entrailles des animaux ou le travail sur une chaîne de montage, sont réputées pour embaucher de nombreux travailleurs illégaux. De nombreuses études indiquent que les immigrants ont plus souvent des emplois risqués aux États-Unis. Selon un article des Instituts nationaux de la santé, 21 sur 29 accidents mortels de construction à New York City sur 12 mois récents concernaient des travailleurs immigrants ou avec un anglais limité. Il a mentionné d'autres études indiquant que les travailleurs hispaniques sont plus à risque de blessures ou de décès au travail que les natifs. Ceci n'est guère surprenant étant donné que de nombreux immigrants qui sont restés illégalement aux États-Unis ou qui sont entrés illégalement par une frontière sont susceptibles de venir de la pauvreté dans leur pays d'origine. Environ 32% des adultes aux États-Unis qui sont nés à l'étranger n'ont même pas de diplôme d'études secondaires, contre 11% des Américains de naissance. Selon les études, 35% des immigrants ne parlent pas anglais ou juste un peu d'anglais. Un gros problème dans la perspective des emplois dangereux est l'absence de toute assurance santé. Dans la majorité des États, les immigrants illégaux ne peuvent pas s'inscrire légalement à une couverture financée par le gouvernement fédéral comme Medicaid, programme d'assurance santé pour les enfants ou Medicare. Seuls 5 États offrent une assurance indépendamment du statut d'immigration. Cela concerne la Californie, l'Illinois, l'Oregon, le Colorado et New York. Mais dans certains de ces États, c'était seulement pour certaines personnes, comme les individus à faible revenu âgés de 65 ans et plus. Selon Health Policy Research, 50% des immigrants sans papier n'ont aucune assurance, comparativement à 18% des immigrants avec papier. Seulement 6% des citoyens naturalisés sont sans assurance, et 5% des Américains de naissance n'en ont pas. Cela peut rendre l'existence sans papier très précaire, car beaucoup de gens n'iront pas chez un médecin ou à l'hôpital de peur d'être découverts et expulsés. C'est plus dur si vous avez une famille ou soutenez une dans votre pays d'origine, donc certains prennent de gros risques pour leur santé. Les choses ont évolué avec le temps. En 1960, près de 75% des immigrants aux États-Unis étaient européens. Ils ne représentent actuellement qu'un petit pourcentage des immigrants, peut-être environ 10%. Au cours des années 1960, environ 19% des immigrants venaient des Amériques et 5%. Actuellement, c'est environ 52% des Amériques et 31% de l'Asie. En 1965, les États-Unis comptaient 9,6 millions d'immigrants, soit 5% de la population. Actuellement, environ 45 millions d'immigrants vivent aux États-Unis, soit 14% de la population totale. Il est également intéressant de noter que les immigrants ont tendance à avoir plus d'enfants, selon Pew Research. Cela pourrait être bénéfique face à la crise du vieillissement aux États-Unis. Il y a environ 54 millions de personnes de plus de 65 ans maintenant, mais on estime qu'il y en aura 74 millions d'ici 2030. Des experts estiment que les immigrants pourraient aider à résoudre la crise du vieillissement. En 2020, le Fonds monétaire international a écrit que l'immigration pourrait résoudre le dilemme démographique avec les bonnes politiques. C'est un sujet vaste et controversé que nous garderons pour une autre émission. Les États-Unis sont un lieu privilégié pour les immigrants. L'Allemagne, point chaud de l'immigration en Europe, compte environ 15,8 millions d'immigrants. L'Arabie saoudite a 13,5 millions d'immigrants, la Russie 11,6 millions et le Royaume-Uni 9,4 millions. Il faut souligner que différentes sources offrent des chiffres variés sur le nombre d'immigrants aux États-Unis. On a aussi avancé les chiffres de 48 et 50 millions. Ils pourraient maintenant être beaucoup plus élevés compte tenu de tous les échappés connus et inconnus. Quoi qu'il en soit, c'est un grand nombre, mais l'Australie, avec 6,7 millions d'immigrants, a une population qui est composée de 28% d'immigrants, et la population de l'Arabie saoudite comprend 34% d'immigrants. Les Émirats arabes unis sont composés de 87% d'immigrants. Avec ce dernier, nous voyons un pays autrefois décrit comme un désert stérile, qui s'est développé extrêmement rapidement. La vérité est qu'il y a toujours de grands blocs de population de pays plus pauvres à la recherche d'une vie meilleure ailleurs. Lorsque Gallup a réalisé un énorme sondage en 2017, il a été découvert que 750 millions de personnes dans le monde voulaient vivre dans un autre pays, et les États-Unis, selon ce sondage, étaient l'endroit le plus désiré. Un répondant sur 5 a coché la case des États-Unis lorsqu'on lui a demandé où il voulait aller. Il est assez amusant qu'un Américain sur 16, soit 16%, ait déclaré vouloir quitter les États-Unis.
Gallup a indiqué que c'est le taux record d'Américains souhaitant quitter le pays où des millions aspirent à entrer, parfois au péril de leur vie. Cependant, les Américains mécontents pourraient chercher l'aventure plutôt qu'un endroit où ils peuvent se nourrir ou éviter la persécution. Après les États-Unis, les prochains endroits les plus populaires où les gens ont dit vouloir aller étaient le Canada, 6% des 750 millions, l'Allemagne, 6% la France à 5% l'Australie, 5% et le Royaume-Uni, 4%. Gallup a ajouté que la plupart de ceux qui voulaient déménager n'avaient pas l'intention de le faire. On pourrait se demander, pourquoi les États-Unis sont-ils tant aimés des étrangers et moins par de nombreux résidents? Qu'est-ce qui est si bien dans le bon vieux États-Unis? Après tout, allez sur YouTube et toutes sortes de vidéos vous feront penser que les États-Unis se sont transformés en un cauchemar dystopique avec une population aussi polarisée que les chrétiens et les musulmans pendant les croisades sanglantes. De nombreuses vidéos montrent des quartiers de villes américaines, fréquemment désindustrialisés, qui semblent post-apocalyptiques. Tant de nouvelles sur les États-Unis sont négatives ces jours-ci, surtout si vous regardez la dernière fusillade de masse ou la crise de l'obésité, de la drogue, de la santé mentale depuis l'étranger. Même ainsi, les États-Unis restent une terre d'opportunités relatives, où pour certaines personnes, il semblera que le lait et le miel coulent comme des rivières à côté des rues pavées de billets verts. D'accord, peut-être avons-nous un peu exagéré, mais des études indiquent que de nombreuses personnes vont aux États-Unis pour une vie meilleure, avec plus d'opportunités d'emploi et un niveau de vie plus élevé en général. Ils pensent que chacun peut réussir en Amérique, un pays bâti par des immigrants croyant en le droit à la vie, la liberté et la quête du bonheur. Contrairement à certains pays où les gens ont peu de chances de mobilité sociale, de nombreux immigrants croient qu'avec du travail acharné, ils peuvent réussir aux États-Unis et leur succès se répercutera sur les générations à venir. Cela est évident lorsque vous regardez comment, disons, les Juifs ou les Chinois sont arrivés aux États-Unis dans la misère, et en 1 ou 2 générations, leurs descendants étaient médecins. Le rêve américain est toujours vivant, mais surtout dans l'esprit des gens vivant hors des frontières américaines. Beaucoup d'immigrants vivent dans la pauvreté, mais rappelons-nous, la pauvreté est relative. Elle peut être plus brutale ou mortelle dans d'autres nations. Si certains d'entre vous ont connu des immigrants, légaux ou illégaux, vous savez qu'ils envoient souvent de l'argent chez eux. Les salaires aux États-Unis par rapport aux nations en développement sont très élevés. Le dollar est aussi une monnaie solide. Les nouvelles indiquent une hausse du salaire minimum au Mexique à 11,54 $ par jour. Le salaire minimum aux États-Unis est de 7,25 $ de l'heure et le salaire moyen pour demander « Voulez-vous des frites avec ça ?» à travers les États-Unis est de 12,83 $ de l'heure selon le site d'emploi Indeed. Le salaire minimum au Nicaragua était de 213 $ mensuels. Au Salvador, c'est 243 $ par mois. Les activistes disent que cela ne couvre pas les besoins de base. Quiconque connaît l'Asie du Sud-Est sait que les ouvriers ou même les travailleurs de la construction semi-qualifiés travailleurs dans cette partie pourraient gagner 200 à 300 $ mensuellement, tandis qu'aux États-Unis, vous pouvez réussir si vous êtes disposé à travailler dur. Cela n'implique pas que les États-Unis sont sans problème ou que les gens n'y luttent pas, mais pour beaucoup d'immigrants, ils offrent d'importantes opportunités si vous êtes disposé à travailler dur. Le livre Streets of Gold, l'histoire inédite du succès des immigrants en Amérique, montre avec des chiffres comment les enfants d'immigrants sont très doués pour grimper l'échelle économique. En 2017, les Académies nationales des sciences, de l'ingénierie et de la médecine ont écrit que la deuxième génération fait partie des plus fortes contributions fiscales et économiques aux États-Unis. Cela leur permet de s'occuper de leur famille au pays. Selon les Nations Unies, une famille sur 9 dans le monde entier est soutenue financièrement par un membre de la famille travaillant comme immigrant dans un pays étranger. L'Organisation des Nations Unies indique qu'en moyenne, 15% du salaire est envoyé à la famille. La moitié de cet argent est destiné aux familles des zones rurales les plus pauvres. Pour certains, obtenir l'autorisation de travailler aux États-Unis peut transformer la destinée des générations futures. L'Organisation des Nations Unies affirme que les immigrants qui envoient de l'argent à leurs familles pauvres ont un effet profond sur la réduction de la pauvreté et sont 3 fois plus efficaces que l'aide internationale. Selon ses propres termes, l'Organisation des Nations Unies a déclaré qu'en 2018, plus de 200 millions de travailleurs migrants ont envoyé 689 milliards de dollars à leur pays d'origine, dépendant des envois de fonds, dont 529 milliards ont été envoyés aux pays en développement. Des statistiques récentes montrent que plus de 270 millions de migrants résidant à l'étranger envoient fréquemment des transferts d'argent à leur pays d'origine. 3 pays qui reçoivent beaucoup de ces fonds sont le Mexique, le Vietnam et les Philippines. Les fonds proviennent de pays tels que les États-Unis, les Émirats arabes unis et l'Allemagne. Dans cette optique, entrer aux États-Unis pourrait non seulement sauver une personne, mais aussi sauver une famille au bord de l'extinction de la pauvreté. Pour la famille qui reçoit des fonds, cela pourrait faire la différence entre aller à l'université ou rejoindre un cartel ou travailler dans un bordel. Certaines personnes redoutent une hausse de l'immigration pour cause de compétition accrue pour les emplois et ressources.
Cela se produit également dans les pays pauvres, où des immigrants plus pauvres franchissent leurs frontières. Après tout, nous luttons pour survivre depuis notre naissance. Et en termes basiques, nous voulons notre parcelle de terre et ses ressources pour nous-mêmes. Les scientifiques parlent de métathésiophobie, la peur du changement. Les gens craignent naturellement une perte d'identité avec l'augmentation de l'immigration, peut-être liée à leur religion, leur langue, leur culture, leur pouvoir global et les privilèges qu'ils croient être associés à leur identité. Les immigrants de longue date peuvent aussi craindre les nouveaux arrivants. C'est un problème ancien comme le temps. Dans certaines parties de l'Angleterre, le Brexit a été soutenu par des familles qui étaient des immigrants fraîchement débarqués il n'y a pas si longtemps, parce qu'ils craignaient une concurrence accrue pour les emplois et les ressources. Une famille pakistanaise-anglaise a dit au Guardian « Nous avons travaillé si dur pour gagner le droit de vivre ici et de contribuer à ces communautés. Nous ne voulons pas que plus de personnes arrivent qui n'apporteront rien de positif et se contenteront de prendre. » L'immigration peut provoquer de l'hostilité, menant parfois à une violence extrême dans l'histoire. Parfois, on dit que les immigrants causent des pics de criminalité. C'est très controversé, alors regardons cela aux États-Unis et ailleurs. De nombreuses études ont été menées sur ce sujet clivant. Ils présentent des résultats variés, ce qui est prévisible car l'immigration a de multiples facettes dans divers pays. Une méta-analyse de scores d'études contradictoires sur le crime et l'immigration de 1994 à 2014 a déclaré « Les résultats indiquent que globalement, l'association immigration-crime est négative mais très faible. Il y a une fluctuation notable des résultats entre les études. Aux États-Unis, des études indiquent que l'accroissement de l'immigration diminue les crimes. En 2018, le taux de condamnation pour crimes des immigrants illégaux au Texas était de 782 pour 100 000 et de 535 pour 100 000 pour les immigrants légaux. Le taux de condamnation pour crimes des Américains nés au Texas cette année-là était de 1 422 pour 100 000. Le Texas semble être l'unique État à avoir enregistré les statuts d'immigration des personnes arrêtées, rendant difficile de comprendre la situation dans tout le pays. On sait que les immigrants craignent souvent la loi en raison du risque d'expulsion, ce qui pourrait être une raison des faibles taux de criminalité. De nombreux immigrants conseillent de garder la tête basse dans le nouveau pays. Certains ne le font évidemment pas. Beaucoup d'immigrants veulent seulement travailler dur et récolter les récompenses. Il y a toutefois des exceptions. On estime que le gang MS-13 a entre 8 000 et 10 000 membres aux États-Unis d'Amérique et près de 50 000 mondialement, et beaucoup de ces gangsters de rue endurcis sont des immigrants, comme vous l'avez vu certains se diriger vers les États-Unis aujourd'hui. Récemment, le premier ministre suédois a déclaré que la Suède avait commis une erreur avec sa politique d'immigration après que le pays ait connu des fusillades de gangs inédites, les gangs étant principalement composés d'immigrants. Rien qu'en septembre, 11 personnes ont été assassinées dans des règlements de compte de gangs du jamais vu en Suède. Selon le premier ministre, lors d'un discours télévisé, la Suède n'a jamais connu pareille situation. Aucun autre pays européen ne constate cela. Il a parlé d'une politique d'immigration irresponsable et d'une intégration ratée. Même ainsi, d'autres en Suède avaient dit juste quelques années plus tôt que la relation entre le crime et l'immigration était grandement exagérée. Il semble maintenant qu'ils avaient tort, vu la situation en Suède, mais cela n'implique pas que de telles violences se produiront ailleurs. Une étude sur l'immigration aux États-Unis a montré qu'il n'y a aucun effet notable sur les taux de criminalité liés à la propriété ou à la violence au niveau national. Un article de Reuters en 2018 déclarait que l'augmentation de la criminalité violente en Allemagne est attribuée aux réfugiés. L'impact de l'immigration sur la criminalité est complexe, comme mentionné. La culture compte, surtout si la culture importée contient des niveaux élevés de violence, peut-être contre les femmes. Une étude sur l'immigration norvégienne a révélé que, alors que seulement 13% de la population de la Norvège était des immigrants au moment de l'étude, ces 13% représentaient 47% des personnes condamnées pour avoir tué leur partenaire. Les auteurs provenaient principalement d'Iran, d'Afghanistan, d'Irak, de Somalie et d'Érythrée, où les droits des femmes ne sont pas les mêmes qu'en Norvège. Il y aura toujours quelques mauvaises pommes sur l'arbre de la vie, ce qui nous amène à notre prochain sujet, les éléments criminels qui exploitent le désespoir des gens en leur facturant de grosses sommes pour entrer illégalement aux États-Unis. En 2022, les médias d'information américains ont rapporté un horreur appelé l'événement de trafic d'êtres humains le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis. Il y avait 53 décès d'immigrants. Ces personnes espéraient entrer aux États-Unis et commencer une nouvelle vie, mais elles ont été laissées à l'arrière d'une remorque de tracteur étouffante, sans nourriture ni même d'eau, lors d'une journée chaude au Texas. Des Mexicains, Guatémaltèques et Honduriens ont cuisiné dans cette remorque. Un enfant guatémaltèque de 14 ans a promis à sa famille de travailler dur aux États-Unis pour envoyer de l'argent afin de construire une nouvelle maison. La famille de cet enfant vivait dans la ville de Nahuala, où, selon le bureau du président guatémaltèque,
84% de la population vit dans la pauvreté et 13% vit dans une pauvreté extrême. Les adultes fermiers pourraient gagner 3 à 5 dollars par jour pour subvenir aux besoins de la famille. Il n'est pas surprenant qu'un adolescent ait rêvé de gagner correctement sa vie aux États-Unis et de la partager avec sa famille. Après la tragédie, on a découvert que le gamin suivait les traces de son frère aîné, qui lui avait dit qu'il y avait du travail aux États-Unis. Son frère était devenu un émigré aux États-Unis et avait par la suite trouvé un emploi. Il a payé des passeurs pour entrer aux États-Unis 1 an avant la mort de son frère. Le coût pour être introduit clandestinement aux États-Unis peut souvent atteindre 12 000 $, une somme énorme pour des personnes gagnant 5 dollars par jour. Il ne règle pas toujours en avance, comme le frère. Il a commencé à rembourser sa dette à l'organisation de contrebande une fois qu'il a commencé à travailler aux États-Unis. Vous verrez bientôt ce qui arrive quand on ne règle pas sa dette. 2 autres victimes dans la remorque, des frères de 17 et 19 ans, espéraient réussir aux États-Unis. Leurs parents avaient hypothéqué leur maison pour payer 10 000 $ à chaque passeur. C'est une somme importante, surtout si vous venez d'Afrique, d'Europe de l'Est ou d'Asie, où vous pourriez envisager jusqu'à 28 000 $, voire 50 000 $. Selon une source qui mentionnait les immigrants chinois, le prix le moins cher que nous avons vu dans les médias était de 2 000 $ pour le saut de la frontière américaine et une fuite. C'est toujours beaucoup quand on considère qu'un billet de bus très légal de Tijuana à San Diego peut coûter aussi peu que 12,99 $. Les prix diffèrent pour les opérations de contrebande, tout comme ils le font lorsque vous prenez la classe économique ou affaires dans un avion. Les passeurs au Mexique donnent souvent à leurs clients des bracelets codés par couleur qui indiquent quels services ils recevront et où ils sont envoyés. Malgré leur violence parfois, les cartels gèrent souvent leurs activités comme une entreprise professionnelle. L'Organisation des Nations Unies dit que vous pouvez acheter un forfait, un tout en un coûteux, qui pourrait vous emmener de quelque part comme le Honduras jusqu'au Texas. Il existe également un système de paiement à la consommation permettant de payer en plusieurs tranches tout au long du voyage. L'Organisation des Nations Unies dit que ces migrants sont plus susceptibles de se retrouver bloqués et d'être exposés à des abus. Le forfait complet est généralement plus rapide, plus confortable et a un taux de réussite beaucoup plus élevé. Ils ne se vendrions pas s'ils échouaient, souvent ou étaient trop dangereux. Des milliers d'immigrants passent par cette voie, payant des criminels au Mexique, qui à leur tour corrompent souvent la police mexicaine mal payée. Des criminels américains sont également impliqués dans le commerce de contrebande, les cartels opérant des 2 côtés de la frontière. Un contrebandier a révélé qu'il crée souvent une diversion pour rassembler les agents de la patrouille frontalière américaine à un endroit précis. Rien de sophistiqué ne se passe ensuite, dit-il. Une fois que les agents sont sortis, ils ont été passés en contrebande en grimpant sur des cordes ou échelles à travers des trous dans la clôture. Le passeur a indiqué que si l'agent ou la caméra ne voit pas le migrant, ce dernier peut partir comme si de rien n'était. Ils peuvent passer près d'un agent de la patrouille frontalière et s'ils restent calmes, ils s'en vont. Le travail d'un agent de patrouille frontalière américain peut parfois ressembler à celui de Sisyphe dans la mythologie grecque, poussant éternellement un énorme rocher en haut d'une colline. Et les gens continuent d'arriver, jour après jour, et il n'y a pas assez d'agents pour l'arrêter. Il y a également beaucoup de personnes prêtes à aider au processus de contrebande. Le contrebandier mentionné n'était pas un chef criminel. C'était juste un gamin qui était pauvre comme Job et qui a profité d'un marché florissant. Il y aura aussi beaucoup de gens qui exploiteront le marché. Il est bien connu des personnes travaillant dans le trafic de contrebande que s'ils emmènent des gens à travers le désert mexicain, il y a souvent des gangs là-bas qui attendent, armés, qui kidnappent, volent ou battent les gens. Certaines de ces bandes font payer un péage pour les laisser passer, coûtant environ 300 $ par personne. Selon une organisation des droits de l'homme, il y a eu 492 attaques et enlèvements signalés de ces personnes en quelques mois en 2021. Le passeur a dit qu'il facture de 5 000 à 6 500 $ par personne pour les emmener jusqu'à Los Angeles. C'est beaucoup, mais il a dit qu'il risque une longue peine de prison s'il se fait attraper. Il ramène environ 2 500 $ par personne à cause de ses paiements de 200 $ pour chaque migrant aux policiers mexicains et une énorme somme de 2 800 à 3 000 $ à la personne qui effectue le trajet risqué jusqu'à Los Angeles. Il peut également payer des leurres, des guetteurs et des gens qui ont des maisons sûres environ 200 $, donc ses gains diminuent rapidement. Il affirme obtenir de nouveaux clients tous les 2 jours. Avec l'augmentation massive de l'entrée aux États-Unis, le New York Times dit maintenant que la contrebande est un marché de milliards de dollars juste à la frontière sud. Comme mentionné, l'argent est parfois remboursé comme dette. Les passeurs américains prennent également la collecte au sérieux. Le Bureau fédéral d'investigation a récemment découvert un migrant en détresse dans une planque. Ses ravisseurs, impayés, lui avaient écrasé les mains avec un marteau. Les autorités US ont indiqué que des centaines de migrants étaient détenus dans cette maison terrifiante. Des hommes ont été mutilés, alors que des femmes ont subi de graves abus sexuels. Le New York Times a décrit la scène qui attendait les policiers. Un autre migrant, réduit à ses sous-vêtements, se tordait de douleur, sa main meurtrie levée en l'air dans la chambre avant.
Dans la chambre arrière, les agents ont rencontré une femme nue, une autre migrante qui venait d'être agressée par un passeur qui est sorti nu de la salle de bain. C'était l'œuvre du cartel Los Zetas, une organisation qui pourrait sembler attrayante pour les Mexicains vivant dans la pauvreté. Selon Ed Calderon, ex-policier mexicain et enquêteur sur le crime organisé, dans un podcast révélateur, les cartels engagent constamment de nouvelles recrues. Ils les recherchent activement, juste des gars normaux qui n'ont pas de travail. L'argent est bien meilleur et parfois moins risqué que de devenir policier. La pauvreté génère autant de contrebandiers que de marchandises illégales. C'est pourquoi la patrouille frontalière américaine a une tâche sisif sur les mains, quelque chose qu'ils peuvent généralement bien faire, mais pas en ce moment quand ils sont si débordés. Mettez un contrebandier en prison, un autre surgit aussitôt. Les autorités américaines ont arrêté et inculpé 5046 personnes pour trafic d'êtres humains en 2022 contre 2762 en 2014. L'an dernier, les autorités ont découvert des migrants presque quotidiennement lors de descentes dans des maisons de cache. Parfois, il y avait des courses-poursuites et des fusillades. Ça ne s'arrête jamais. La vague d'immigration est comme un tsunami de désespoir humain qui revient sans cesse. Cette vague n'est nulle part plus évidente que dans les points chauds de l'immigration illégale aux États-Unis. Cette année, c'est El Paso, Texas. La Customs and Border Protection n'est nulle part plus occupée cette année le long de la frontière. Avant de nous plonger là-dedans, vous avez besoin de plus d'informations sur ce qui ne va pas cette année. Rappelez-vous, nous vous avons dit qu'il y avait eu 2,4 millions de rencontres en 2023 et 2,3 millions en 2022. Ces chiffres étaient des records. En 2021, nous avions indiqué que le chiffre était de 1,7 million. Le dernier pic avant le pic actuel était en 2000, lorsque les rencontres ont atteint 1,6 million. Ils ont aussi atteint ce chiffre à la fin des années 80, montant régulièrement depuis les années 60, puis ont décliné après 2000. En 2017, le nombre a atteint un creux de 17 ans à environ 304 000 rencontres, mais le nombre était inférieur à 500 000 depuis 2010. Les rencontres ont atteint 859 501 en 2019, puis sont descendues à 405 000 en 2020, et comme vous le savez, elles ont explosé par la suite. Durant la pandémie coronavirus, 19, la Customs and Border Protection a débuté l'arrestation des individus sous le titre 42, invoqué pour faciliter l'expulsion des immigrants. Durant la pandémie, les États-Unis ont pris une position ferme pour arrêter la propagation du virus. En 2020, près de 90% des immigrants arrêtés ont été directement expulsés, contre 50% en 2021 et juste 32% en 2022. Le titre 42 interdit aux immigrants de demander l'asile. Cette loi, basée sur une loi de santé publique de 1944, donne au gouvernement le pouvoir d'expulser immédiatement toute personne potentiellement contagieuse et représentant un danger sérieux pour les États-Unis. Les citoyens peuvent être renvoyés sans aucune barrière légale. Ils peuvent aussi réessayer sans conséquences pénales. Il semble que beaucoup l'ont fait. Mais en vertu du titre 8, la loi habituelle pour l'immigration, s'ils sont traités et expulsés, ils sont interdits de tenter d'entrer à nouveau pendant 5 à 10 ans, et s'ils tentent une traversée, ils pourraient en finir en prison ou faire face à d'autres accusations. Une grande partie de la crise actuelle est due au fait que de nombreux immigrants attendaient à la fin du titre 42. Beaucoup proviennent du Triangle du Nord, Honduras, El Salvador, Guatemala. Ces personnes étaient prêtes pour que la loi change. Ils croyaient que ça faciliterait leur entrée. Cela a posé problème car de nombreuses nationalités sont désormais impliquées. Face à ces chiffres élevés, l'administration Biden a récemment instauré l'expulsion accélérée. Cela facilite l'expulsion des individus sans jugement si ceux-ci ne demandent pas l'asile. S'ils essaient de demander l'asile, ils subiront un processus de sélection appelé un entretien de peur crédible. Tous n'auront pas l'occasion de passer l'entretien, simplement parce que les États-Unis n'ont pas suffisamment de ressources, d'officiers, d'établissements de détention ainsi que de vols hors du pays. Oui, des vols. L'Amérique du Sud et centrale, l'Afrique et la Chine sont loin. Il est difficile de renvoyer quelqu'un à pied s'il vient du Nigeria ou de Nujang, ou doit risquer à nouveau un désert et une jungle pour retourner en Amérique du Sud. Les États-Unis pourraient ne pas avoir d'accord de migration de retour dans certains pays. Pendant 7 ans, le Venezuela était dans une situation où les États-Unis ne pouvaient pas simplement renvoyer les Vénézuéliens par avion. Néanmoins, en 2023, les États-Unis ont repris exactement cela. Cette année, la Maison-Blanche a également déclaré qu'elle accorderait un statut de protection temporaire aux 472 000 Vénézuéliens arrivés aux États-Unis au 31 juillet. Certains aux États-Unis ont critiqué le renvoi de gens vers des lieux où de nombreuses violations des droits de l'homme sont signalées. Il est préférable de renvoyer quelqu'un au Venezuela en avion plutôt que de le laisser rentrer lui-même. Ils n'auront pas à traverser un désert et une partie particulièrement dangereuse de la jungle panaméenne, le Darien Gap, souvent appelé le passage migratoire, le plus dangereux du monde.
L'Organisation des Nations Unies a déclaré que le nombre de personnes traversant ces 5000 km² de jungle tropicale, de montagnes escarpées et de rivières a triplé de 2021 à 2023, où les gens font face à des dangers naturels et à des bandits prêts à les attaquer lors de leur randonnée de 10 jours, 14 heures par jour. Cette zone était autrefois qualifiée d'impénétrable, mais en 2023, des centaines de milliers de personnes l'ont traversée, y compris des femmes enceintes et des hommes portant des bébés sur leur dos. Ils payaient fréquemment des guides pour traverser la Colombie, le Panama, puis le Costa Rica, en direction du nord. Interrogée sur pourquoi elle risquait sa vie pour voyager, une femme vénézuélienne a révélé que leur revenu était de 40 $ et qu'un kilo de viande coûtait 15 $. Que pouvez-vous faire? Après une énorme vague d'immigrants à l'automne 2023, il a été rapporté que près de 40% des 60 000 demandeurs d'asile à New York étaient originaires du Venezuela. New York est l'une des destinations privilégiées des immigrants car la ville dispose d'une règle appelée le droit à l'abri. L'Institut de politique migratoire a écrit que ces milliers d'immigrants se déplacent organiquement, discrètement et progressivement à travers les États-Unis pour trouver le lieu le mieux adapté à leurs besoins. Cependant, les contrôles ont maintenant été rendus plus difficiles avec un seuil plus élevé, ce que les médias disent être pour faciliter le rejet, l'expulsion et l'exclusion pendant 5 ans des demandeurs d'asile non mexicains. Les personnes qui sont acceptées comme cas d'asile pourraient devoir prouver qu'elles fuirent la persécution dans leur pays d'origine, peut-être en raison de leur nationalité, de leur race, de leur position politique ou de leur religion. Il peut également y avoir des circonstances exceptionnelles, comme la menace de meurtre ou d'enlèvement. La pauvreté et les difficultés ne suffisent pas. Des experts en droit affirment que la majorité de ceux qui tentent de solliciter l'asile ne remplissent pas vraiment les critères. Dans certains cas, comme pour les Vénézuéliens, les États-Unis ont instauré un système où les immigrants ayant un parrain américain se voient accorder un séjour. On ne discute pas de Nike, mais d'une personne ou famille assurant leur prise en charge. Malgré tout, des individus désespérés ont afflué vers la frontière américaine, pensant que les États-Unis sont désormais plus accueillants envers des personnes comme eux. Comme vous le savez, cela représente des millions de personnes, dont beaucoup sont maintenant coincés, en attente et en prière. Les demandeurs d'asile peuvent prendre rendez-vous avec les États-Unis, utilisant l'application Douane et Protection des frontières 1. Cependant, selon The Guardian, l'application est truffée de bugs techniques, de messages d'erreurs indéchiffrables et de mauvaises traductions de mots anglais. Certains demandeurs d'asile n'ont pas le bon téléphone ou plan de données pour se connecter à Internet. Un immigrant ayant tenté sans succès d'utiliser l'application a révélé en interview être entré aux États-Unis via une brèche dans le mur. Nous avons cherché la patrouille frontalière, mais sans succès ce jour-là. Nous sommes simplement entrés. Notre plan a toujours été de venir légalement. L'application Douane et Protection des frontières, que nous avons essayé, n'a pas fonctionné. Il y a actuellement un énorme retard de cas d'asile, plus de 2 millions d'immigrants en attente, la plupart d'entre eux aux États-Unis prêts à avoir leur jour au tribunal. D'autres vivent plus difficilement, détenus dans un centre de détention à long terme. Certes, les individus libres pourraient disparaître une fois entrés, mais ils vivraient ensuite sous la menace d'expulsion. Certains portent un bracelet à la cheville pour être repérables par l'immigration, mais pas tous. Le shérif que nous avons mentionné au début, qui a parlé avec Peter Santanello, a dit que les gens disparaissent tout le temps et ne se présentent jamais à l'immigration. Le shérif a œuvré à Yuma en Arizona, troisième secteur avec le plus d'interactions en 2022, dépassant légèrement 310 000. En 2023, ce nombre a diminué de 43% pour atteindre 174 200. Avec toutes sortes d'obstacles à la demande d'asile et tant de gens sachant parfaitement bien qu'ils n'entreront pas de cette manière. Ils optent pour l'autre solution, s'infiltrer. Comme mentionné, le secteur le plus actif actuellement est El Paso, surpassant la vallée du Rio Grande. Pour vous qui n'êtes pas américain, c'est le Texas. Les rapports montrent qu'un grand groupe de personnes essayant d'entrer dans le secteur dernièrement portaient des bracelets bleus. Ces gens ont réglé le cartel du Golfe mexicain. Son logo, un dauphin, était aussi sur les bracelets marqués du mot entrega, soit livraison. Après avoir traversé la rivière, le cartel du Golfe s'est désengagé d'eux. Des rapports indiquent que dans certains cas, il est impossible de traverser certaines parties de la rivière sans payer un péage au cartel del Noreste, un groupe qui trouve son origine dans le syndicat de Los Zetas. En septembre 2023, l'état d'urgence a été déclaré à Eagle Pass, Texas. Cette ville est dans le secteur de Del Rio, le deuxième lieu le plus visité cette année. Étonnamment, 6 000 migrants ont traversé la rivière Rio Grande en seulement 2 jours et sont entrés dans la ville, qui ne compte que 28 000 habitants. Parlons de 2 jours fous. Des jours risqués aussi. La rivière ici est terrifiante. En septembre 2022, il a été rapporté que 9 immigrants sont morts en une journée par noyade près de Eagle Pass. La rivière peut sembler douce, mais il y a des courants dangereux et des tourbillons.
Le chef des pompiers de Eagle Pass a déclaré qu'ils intervenaient presque quotidiennement sur la rivière pour récupérer au moins un corps par jour. L'un des rapports les plus récents indiquait que le corps d'un enfant de 3 ans avait été trouvé flottant là. Il y a 9 secteurs principaux à la frontière sud. Les chiffres des secteurs les plus fréquentés varient selon l'itinéraire choisi par les passeurs et les actions des autorités américaines dans leur jeu de taupe. Certaines nationalités ont tendance à privilégier certains secteurs, logiquement car les trafiquants opèrent dans ces secteurs. Si les gens atteignent la frontière par leurs propres moyens, ils suivront probablement un groupe culturellement et linguistiquement familier. En 2022, on a observé une hausse des ressortissants indiens à San Diego, El Centro et Yuma. De nombreux Cubains se sont rendus à Del Rio et beaucoup de Colombiens à Yuma cette année. La Border Patrol a signalé la découverte de nombreuses personnes de Turquie et d'Haïti à El Paso en 2022. Un grand nombre d'arrestations dans tous les secteurs concernaient les migrants nicaraguayens et brésiliens. Un nombre notable de Roumains a été repéré dans la région de San Diego. Les statistiques de la Customs and Border Protection que nous dirons vraiment complètes, bon travail quelqu'un, placent de nombreuses personnes à toutes les frontières dans la catégorie autre, en particulier San Diego, El Centro et Yuma. Ces personnes doivent venir d'une collection de nations. Comme mentionné, le secteur d'El Paso a vu une hausse de 39% des rencontres de migrants cette année fiscale, comparativement à l'année précédente. Ces rencontres étaient au nombre de 427 471. Le secteur de Del Rio a enregistré 393 226 rencontres, suivi de la vallée du Rio Grande, qui en a eu 338 337. Dans le sud de la Californie, le secteur de San Diego a connu une hausse de 31%, 230 900, tandis que celui d'El Centro a diminué de 30%, 50 500. Les chiffres varieront constamment tandis que les États-Unis et les gangs adaptent continuellement leurs tactiques. L'ironie sombre est que là où le risque de mort est plus élevé, de nombreux immigrants vont car il y a généralement moins de forces de l'ordre américaines. C'est pareil tout le long du voyage depuis l'Amérique du Sud. Plus vous vous éloignez des routes, moins vous avez de chances d'être arrêté, mais plus vous avez de chances de tomber d'une falaise ou d'être volé par un bandit. La fortune sourit aux audacieux, une expression jamais plus évidente que dans la vie d'un immigrant qui, alors que nous écrivons cette émission, vient de perdre de justesse un combat contre celui qui est sans doute le meilleur boxeur poids lourd du monde. Francis Ngannou, autrefois un jeune garçon se battant dans les rues du Cameroun et travaillant dans une carrière de sable à l'adolescence, a financé son périlleux voyage à travers le Sahara et l'Europe vers la France, où il envisageait de devenir champion de combat. Il l'a fait, mais son récit de contrebande est marqué par les tragédies qu'il a vécues. Les routes de contrebande de l'Afrique de l'Est, du Nord et de l'Ouest vers l'Europe, ainsi que les passeurs d'Amérique du Sud à l'Amérique du Nord, sont une source de revenus pour les criminels, générant environ 6,75 milliards de dollars. Ngannou, qui a maintenant la citoyenneté française et travaille légalement aux États-Unis, est devenu couramment anglais. Il est multimillionnaire grâce à la lutte. Il envoie de l'argent chez lui, a construit une salle de sport pour les enfants démunis, comme le font depuis des siècles d'autres immigrants réussis. Il a gagné 12 millions de dollars en affrontant le roi des Gitans Tyson Fury, dont les descendants gitans savent aussi ce que c'est que d'être traités comme si on n'appartenait pas. Nous vous avons raconté cela pour montrer que certaines histoires d'immigration ont des fins heureuses. Mais pour les États-Unis en ce moment, cet afflux est hors de contrôle et le gouvernement doit le ramener sous contrôle. Le problème pour les politiciens est de trouver une solution humaine, ce qui n'est pas toujours facile lorsque des problèmes très complexes sont en jeu. Maintenant, vous devez regarder pourquoi tant d'Américains fuient à ces zones ou jeter un œil à la vraie raison pour laquelle 50% des meurtres se produisent ici.